Mais ça, nous en reparlerons le moment venu. D'ici là, je vous remercie pour votre attention, et je vous dis à bientôt j'espère, pour l'épisode consacré à Silent Hill 4. Salut à tous et bienvenue dans ce quatrième épisode de la rétrospective Silent Hill. Comme toujours, si vous débarquez sans avoir vu les précédentes vidéos, sachez qu'il ne sera pas question ici de réaliser un test ou une critique de ce Silent Hill 4 The Room. L'objectif sera, après une brève remise en contexte, de mener une réflexion sur les thématiques abordées par le jeu, en se basant sur divers points, notamment et surtout son esthétique, ses personnages et son histoire. Notez aussi qu'on va spoiler plein de trucs, et surtout ce Silent Hill 4. Vous voilà prévenu. En 2001, Konami a de la suite dans les idées et décide, malgré les ventes jugées décevantes de Silent Hill 2, de lancer la production simultanée de deux nouveaux jeux pour cette encore nouvelle licence. Le premier, Silent Hill 3, dont j'ai parlé dans le précédent épisode de la rétrospective, sort en 2003, tandis que le second sort l'année d'après, donc en 2004. Et si Silent Hill 3 a visiblement toujours été pensé comme un vrai nouvel épisode canonique, c'est autre chose en ce qui concerne Silent Hill 4. En effet, si contrairement à ce que répètent certaines rumeurs depuis près de 20 ans, ce jeu a toujours été pensé comme faisant partie intégrante de l'univers Silent Hill, il était en revanche bien prévu dès le départ comme un spin-off radicalement différent des précédents opus. Initialement, le projet s'appelait Room 302, que j'appellerai désormais Room 302 comme le connard de français que je suis, et le nom Silent Hill servait de sous-titre. Ce titre initial était pour le moins révélateur des ambitions de cet épisode, désireux d'éclater les conventions établies précédemment. Silent Hill 3 était pensé pour les fans, Room 302 pour les autres. Il semblerait par exemple que dans les premières ébauches du projet, il était question d'explorer la ville avec un groupe de camarades, certains compagnons pouvant notamment être des monstres, dans un gameplay qu'on suppose relativement similaire à la saga des Shin Megami Tensei. On peut alors imaginer une orientation pour ce spin-off bien plus axée sur le jeu de rôle, dans un premier temps du moins. Ce concept a rapidement été abandonné, mais est, encore une fois, révélateur des ambitions de renouveau de ses créateurs. À ce propos, Akira Yamaoka, compositeur et sound designer attitré de la saga, entre-temps devenu producteur sur Silent Hill 3, revient pour ce nouveau projet, fidèle au poste. Il renouvelle par ailleurs ses partenariats avec Joe Romersa et Melissa Williamson, avec qui il développe à nouveau des morceaux vocaux qui développent les différentes thématiques narratives du jeu.
Contrairement à son travail sur Silent Hill 2 et 3, Yamaoka se rapproche ici de ses expérimentations sur le premier Silent Hill, avec un sound design pour le moins étonnant, et des compositions bien plus atmosphériques et expérimentales que mélodiques, à l'exception des morceaux chantés. Un changement global à l'image du jeu donc. Finalement, Room 302 devient Silent Hill 4 The Room, et s'il est alors un tout nouvel épisode canonique, il présente bel et bien plusieurs bouleversements majeurs pour la saga. Déjà, plusieurs éléments iconiques et jusqu'ici indissociables de Silent Hill passent à la trappe, ou en tout cas, leur utilisation se voit clairement modifiée. C'est le cas de la brume, mais aussi de la radio et de la lampe de poche. De même, si Silent Hill 3 osait dérouler une bonne partie de son aventure hors des rues de Silent Hill, ce nouvel épisode, lui, n'y posera même pas un pied. On retrouve bien quelques photos de la ville, notamment de l'église, ainsi que le lac Toluca, mais ça s'arrête là. Le game design se voit aussi complètement repensé, proposant une aventure bien plus linéaire, divisée en différents niveaux, accessibles via un genre de hub central, ce qui renvoie davantage à un Super Mario 64 qu'à un Silent Hill classique. Et ce hub constitue justement la principale nouveauté de cet épisode, puisqu'il s'agit de la fameuse chambre 302, qui donne donc son sous-titre au jeu. Cette chambre, ou plutôt cet appartement, est donc une zone totalement déconnectée du reste de l'aventure, dans laquelle on se déplace à la première personne, plusieurs années avant des jeux comme Slender ou Amnesia, et qui sert de safe room à la manière d'un Resident Evil. On peut y sauvegarder, vider son inventaire désormais limité dans une malle, et la jauge de vie du joueur s'y régénère tranquillement. C'est aussi une zone depuis laquelle on peut en apprendre beaucoup sur l'histoire du jeu, celle-ci étant bien plus éclatée qu'à l'accoutumée. Ici, à la manière d'un Metroid Prime, c'est au joueur de collecter la trame qui, malgré la présence de diverses scènes cinématiques, passe majoritairement par des notes, mémos et observations, qui sont donc pour la plupart parfaitement facultatifs. Et puisque c'est d'histoire qu'il est maintenant question, celle de ce Silent Hill 4 suit le personnage de Henry Townsend, un jeune homme justement sans histoire, parfaitement banal, qui a emménagé il y a 2 ans dans l'appartement 302 d'un immeuble résidentiel de South Ashfield. Tout allait bien, jusqu'à ce qu'Henry fasse un cauchemar dans lequel il erre dans son appartement. Les chaussures ne sont pas à sa taille, ses livres ont été remplacés par de nouveaux, et une grosse télé a pris la place de son tourne-disque. En somme, il se retrouve dépossédé de son appartement. Par ailleurs, tout est recouvert d'une épaisse couche de crasse et de toile d'araignée, et comme si ça ne suffisait pas, une sorte de fantôme s'extirpe du mur de son salon et commence à l'attaquer. C'est à ce moment-là que le cauchemar se termine, et que Henry se réveille. Et alors qu'il va probablement prendre un petit déjeuner dans son salon, il remarque que des chaînes sont apparues pendant la nuit et bloquent la porte de son appartement. Henry constate également bien vite que la télévision et le téléphone sont coupés et que ses fenêtres sont toutes hermétiquement scellées. Il est pris au piège, emprisonné dans son appartement, et personne ne semble l'entendre quand il tape et hule à la porte ou à ses fenêtres. Le temps passe, 1 jour, 2 jours, 3 jours, et chaque nuit, le même cauchemar. Le 5e jour, Henry entend un bruit venant de la salle d'eau, et alors qu'il s'y rend pour savoir de quoi il s'agissait, un énorme trou est apparu derrière le miroir au-dessus du lavabo. Voyant ici sa seule opportunité de sortir, Henry se faufile dans la fissure et rampe à travers. Il entre ainsi dans les couloirs d'une station de métro, avec quelques variations qui en font un décor surréaliste. Il y rencontre une jeune femme, Cynthia, laquelle finit assassinée un peu plus loin, et Henry se réveille dans son lit. La radio de son salon annonce le meurtre de cette femme, survenue dans la station de métro visible depuis sa fenêtre. Et ainsi commence toute la routine du jeu. Henry va se réveiller dans son lit, pénétrer dans le trou derrière le miroir, découvrir un nouveau niveau, croiser la route d'un nouveau personnage, ce dernier finira assassiné, et à nouveau Henry se réveillera dans son lit, prêt à recommencer le cycle. Et le mot routine me paraît particulièrement adapté dans ce cas de figure, tant il s'agit presque d'un rituel qui parvient à devenir machinal en seulement quelques heures de jeu. Revenir dans l'appartement, c'est l'occasion de sauvegarder, reprendre des forces, se poser un instant, observer son voisinage et trouver diverses notes afin d'en apprendre plus sur l'univers et le lore de ce Silent Hill 4, lequel tourne essentiellement autour d'un certain Walter Sullivan. Bon, pour la faire courte, Walter a été abandonné à la naissance et envoyé à l'orphelinat de Wish House, situé dans la périphérie de Silent Hill, et dirigé par la Silent Hill Smile Support Society. Là-bas, il subit des maltraitances et abus en tout genre, est endoctriné par l'ordre et initié à différents rituels tels que celui des 21 sacrements qui permettraient le retour de la mère étant l'une des appellations du dieu de l'ordre. Encore très jeune, Walter rencontre une figure emblématique de l'ordre, Dahlia Gillespie, qui lui met en tête que sa mère l'attend au 302 South Ashfield Heights, suite à quoi l'enfant conscientise l'appartement comme étant sa génitrice. A noter la similarité orale entre room et womb. Walter qui veut retourner à la chambre 302,
C'est en fait Walter qui veut retourner dans l'utérus de sa mère. Les années passent, années durant lesquelles Walter va se rendre de nombreuses fois à South Ashfield afin de retrouver sa mère, mais la porte du 302 lui reste close. Finalement, alors que le jeune Walter est devenu adulte, il décide d'accomplir le rite des 21 sacrements afin de faire revenir sa mère à ses côtés. Il entame ainsi une série de meurtres extrêmement violents, laissant derrière lui des cadavres dont le cœur est arraché et dans la chair desquels des chiffres sont gravés. Walter se retrouve finalement en prison où il se donnera la mort. Cependant, plusieurs années plus tard, de nouveaux cadavres sont trouvés, des gens tués selon le même mode opératoire. À ce même moment, le journaliste Jason Schreiber réside au 302 South Ashfield Heights et enquête sur Walter Sullivan. Cette enquête l'amène aux portes de la folie et Jason finit à son tour assassiné, concluant ainsi la deuxième série de meurtres. Quelques années plus tard, l'assassinat d'une jeune femme dans une station de métro relance une nouvelle série. Voilà donc en gros en ce qui concerne la vie de Walter, qui apparaît clairement comme le personnage principal de ce Silent Hill 4, tant tout semble tourner autour de lui. En effet, de la même manière que Silent Hill 1 nous baladait dans les cauchemars d'Alessa, Silent Hill 4 nous promène à travers la psyché de Walter. Les différents environnements du jeu représentent plusieurs étapes importantes de sa vie, toutes les révélations et la narration gravitent autour de lui, et même les différents monstres ont un rapport avec Walter, qu'il s'agisse des fantômes de ses anciennes victimes, ou encore des créatures difformes qui renvoient d'une façon ou d'une autre à la maternité. Tout tourne véritablement autour de Walter. Mais une question se pose alors. Pourquoi Henry ? Pourquoi est-ce lui que le joueur incarne et non Walter ? Mais aussi, pourquoi est-ce que tout ça lui arrive ? Pourquoi voyage-t-il comme Jennifer Lopez dans The Cell à travers la psyché de ce tueur, lui qui n'a rien fait de mal, rien demandé à personne, et qui est juste, somme toute, un type banal comme n'importe quel autre ? Car Henry a effectivement la particularité, comme dit plus tôt, d'être un gars sans histoire, pensé pour être le plus neutre possible, afin que le joueur puisse se projeter en lui. Henry est littéralement un avatar pour le joueur, une porte d'entrée dans cet univers, et un véhicule à son expression. Cette volonté est d'ailleurs probablement résiduelle de la période où Silent Hill 4 allait chercher du côté du jeu de rôle japonais à la Shin Megami Tensei, tant on ne compte plus les héros de JRPG qui partagent cette fonction de véhicule, d'avatar dédié aux joueurs. Ainsi, de tous les différents personnages précédemment rencontrés dans les différents Silent Hill, Henry est de loin le moins expressif et le moins éloquent. Il parle peu et ses pensées sont inexistantes, ou en tout cas non exprimées, remplacées par celles du joueur. Henry est donc en somme une immense page blanche sur laquelle le joueur est invité à y mettre ce qu'il veut. Et cet épisode de la rétrospective consistera donc à tenter de composer un portrait relativement cohérent de ce Henry Townsend, particulièrement lacunaire, mais pas pour autant complètement vide. Ainsi, qu'est-ce que l'on sait de Henry Townsend concrètement dans le jeu ? Eh bien pas grand chose, mais en observant son appartement, on comprend qu'il semble avoir une passion malgré tout. Et cette passion, c'est la photographie. Cela est visible par différents cadres qui constituent la seule décoration de son appartement. Quelques photos d'étapes importantes de sa vie, donc son enfance, qui aurait été particulièrement non sentimentale, et ses années à l'université. Le reste est constitué de photos de panoramas ou d'architecture. Ces photos-ci, accrochées à son mur, semblent vierges de vie, dépourvues de la moindre présence humaine tangible. Par ailleurs, l'un des cadres, offert par le gardien de l'immeuble, Frank Sunderland, est une photo du lac Toluca, là où son fils James s'est donné la mort dans une des fins de Silent Hill 2. On peut d'ailleurs imaginer que Frank aurait offert cette photo à Henry suite au décès de son fils. Il est également dit que Henry s'est déjà rendu quelques fois à Silent Hill et qu'il trouve le coin sympa. Il a également plusieurs albums dans lesquels il stocke différents articles qu'il trouve dans des journaux. Enfin, on peut noter que Henry possède une petite collection de livres à laquelle il n'a pas touché depuis son emménagement au 302. Voilà en gros ce qui caractérise le personnage. Vous l'aurez constaté, son appartement ne semble pas particulièrement habité, comme s'il s'agissait en fait d'un appartement de catalogue. Un appartement, un logement, est comparable à un cocon, mais aussi une extension de soi. Et le fait que cet appartement 302 soit aussi impersonnel participe à véhiculer l'idée que Henry est une personne renfermée. Puisque les seuls éléments de décoration et donc de caractérisation sont des photographies, on peut, sans trop de risques, partir du principe que le personnage est un observateur passif. Et le fait que ces photos soient généralement dépourvues de présence humaine amène à penser qu'il préfère globalement l'éviter, cette présence humaine, préférant la sérénité d'une vue sur un lac. Et toujours selon le présupposé que l'appartement est en vérité une extension de la personnalité de son habitant, le fait que celui-ci se retrouve parfaitement scellé et empêche Henry de sortir pourrait être assimilé à une forme d'anxiété sociale, anxiété qui l'amène donc à se refermer sur lui-même et à empêcher quiconque de communiquer avec lui.
Ainsi, Henry voit et observe le monde qui l'entoure, mais en aucune façon il ne peut interagir avec lui. Il a beau frapper et hurler de toutes ses forces aux fenêtres ou à la porte, rien n'y fait, personne ne l'entend ni le voit. Ses voisins ont conscience de sa présence, mais ne le calculent pas. Même sans poursuivre l'idée de l'appartement comme cocon mental, le gardien de l'immeuble ne semble pas plus inquiet que ça de voir que sa clé du 302 ne rentre plus dans la serrure. La seule personne à s'interroger est Eileen, la voisine directe, qui aurait entendu des bruits bizarres venant de cet appartement. Mais globalement, il y a une forme d'indifférence du monde vis-à-vis de Henry. Chacun vit sa vie dans son coin sans trop s'inquiéter des autres. D'ailleurs, les fenêtres du 302 qui donnent sur l'autre côté de l'immeuble permettent par le vis-à-vis de constater cette idée en observant les voisins dans leur appartement, dans leur propre cocon. L'occasion de voir que chacun, à son échelle, semble également coincé dans une boucle, une routine qui se répète inlassablement du début à la fin du jeu. Se crée alors un sentiment assez fort de solitude mutuelle, un peu comparable à ce que proposait Silent Hill 2 avec ses trois personnages rongés par des mots différents, qui se croisent parfois, sans jamais véritablement se comprendre, sans jamais être en mesure de s'aider, ni de s'accompagner dans ce monde angoissant et dangereux. Car si Henry affectionne particulièrement le calme des grands espaces et des natures figées, que peut-il bien ressentir dans son appartement étroit imbriqué dans un immeuble entassé avec d'autres résidents au milieu d'une grande ville? Probablement une forme d'anxiété ou au moins un malaise assez prononcé qui pourrait muer en crise existentielle qui amènerait donc Henry à se renfermer sur lui-même et commencer une introspection. Car à mon sens elle est là, la réelle signification du trou dans le mur derrière le miroir de la salle de bain. Si Henry se sent étouffé dans ce milieu et que le monde extérieur ne se soucie pas de lui, le rende d'une certaine façon inexistant, il paraît logique que lorsqu'il observe dans le miroir, il ne voit rien, rien d'autre qu'un immense vide, un abîme insondable, semblant sans fond. Et comme on dit, si tu plonges ton regard dans l'abîme regarde en toi. L'abîme est ici le mal-être, l'anxiété de Henry. Et en rentrant dans ce trou, Henry s'enfonce dans ses peurs profondes et confronte sa perception du monde extérieur. Ce faisant, il pénètre dans un monde présenté comme régi par la psyché de Walter, mais qui trouve une certaine cohérence vis-à-vis de ses propres angoisses. La première fois qu'il regarde dans ce trou insondable, il se retrouve dans les couloirs souterrains d'une station de métro, soit un lieu qui, de base, peut mettre les nerfs à rude épreuve, comme le montre cette scène de possession absolument pas sortie de son contexte. Et ce passage dans la station de métro n'est clairement pas de tout repos pour Henry, car à peine arrivé, il se fait accoster par Cynthia, une jeune femme particulièrement entreprenante, qui force une connexion avec lui. Pour une première plongée dans le grand bain, on pourra dire que celle-ci s'avère particulièrement intense, tellement intense même que Henry profite d'un passage de Cynthia aux toilettes pour rentrer chez lui et reprendre ses esprits. Il y aurait alors plusieurs façons de voir cette scène. Tout ça se passerait dans la tête de Henry et mettrait en image sa peur, ou disons son angoisse de l'autre, au sens large, avec ce personnage de Cynthia, qui est globalement son opposé. Lui est un homme discret, renfermé, et dont le mot sobriété semblait un mantra, tandis qu'elle est une femme exubérante, entreprenante, à la féminité affirmée, et dont on peut supposer qu'il l'assimile à une prostituée. C'est plus ou moins ce que laisse penser cet instant où il retourne dans la station de métro et trouve une sorte de poupée articulée grandeur nature à l'effigie de Cynthia et qui tend la main avec des pièces en son creux. L'idée de la femme objet, la notion d'argent, je pense que l'image est plutôt éloquente. A noter que la poupée de Cynthia a les mains recouvertes de sang, et compte tenu des nombreux sous-textes et visuels issus de la maternité, à commencer ici par la nausée de Cynthia, et de l'abandon présent dans le jeu, on peut supposer que ce sang pourrait être celui d'un enfant à naître, un enfant avorté. Par ailleurs, lorsque Henry rentre dans les toilettes de la station de métro, un bruit se fait entendre, celui d'un objet qui tombe par terre, comme un bâton ou une baguette. Ce pourrait être avec cet objet que Cynthia aurait tué le fœtus qu'elle portait. Partant de là, on peut se demander, si avortement il y a, Henry serait-il le père? Ça peut sembler improbable étant donné que les deux se sont rencontrés à peu près 1 minute 30 plus tôt, seulement voilà, on reste dans un Silent Hill, et de même, dès que le personnage rentre chez lui, il se réveille dans son lit, explicitant clairement le côté onirique de la chose. Silent Hill est un monde de l'esprit. On peut donc supposer que Henry a connu Cynthia dans sa vie, et que passer de l'autre côté du miroir lui a fait revivre leur rencontre, et peut-être même leur relation, de façon synthétique. Il serait alors possible qu'ils aient été en couple pour un moment, même bref. Ainsi, pendant cette période, Cynthia serait tombée malencontreusement enceinte, puis aurait avorté, tuant l'enfant qu'elle portait après que Henry l'ait quitté. Ou peut-être que c'est cette perspective de devenir père qui a poussé Henry à quitter Cynthia. Henry est d'ailleurs le nom du protagoniste d'Eraserhead de David Lynch, un film qui abordait de façon cauchemardesque les angoisses de la paternité. On pourrait ainsi y voir un clin d'œil qui confirmerait ma théorie sur la relation avec Cynthia.
Sachant également que le Henry du film est un homme peu loquace, qui paraît souffrir d'une sévère anxiété sociale, et qui semble constamment se demander ce qui peut bien être en train de lui arriver et pourquoi à lui. Bon, et pour revenir à Silent Hill 4, si je parle de l'idée de rupture et d'abandon, c'est que je ne l'ai pas précisé, mais une fois qu'on revient dans le monde du métro, après un premier retour à la maison, Cynthia est partie de son côté. Et si les deux finissent par se rejoindre un peu plus tard, l'issue reste la même. Henry part de son côté, et à son retour, Cynthia a encore une fois quitté les lieux. Et cette fois, il ne parviendra à la retrouver que quand elle sera aux portes de la mort. Ce n'est d'ailleurs pas de lui-même que Henry revient vers Cynthia, car c'est elle qui l'appelle à l'aide. Lui ne fait que répondre sans s'investir. Il ne semble pas prêt à bâtir une relation amoureuse et fuit dès que les choses semblent commencer à devenir sérieuses. Il abandonne Cynthia pour se recentrer sur lui-même et n'a visiblement pas le moindre sentiment, de quelque nature que ce soit, envers elle. La présence du morceau Room of Angel lors de sa mort semble orienter la réflexion dans cette direction, notamment avec ces lignes. It was always you that I despised. I don't feel enough for you to cry. Oh well. Si Henry a effectivement eu une relation avec Cynthia, c'était une relation éteinte, sans passion, et probablement au moins partiellement subie. Et dans le cas où toutes mes suppositions sur une éventuelle relation entre Cynthia et Henry seraient entièrement fausses, reste qu'elle apparaît comme son antithèse. Comme dit, elle est entreprenante alors que lui est réservé et semble mal à l'aise avec la notion de contact physique. Cette idée est également transmise pendant l'expérience de jeu, avec notamment les Victims, des fantômes à l'apparence parfaitement humaine qui vident la jauge de vie de Henry simplement en s'approchant trop près de lui. Ce sont certes des monstres, mais dont l'étrangeté tient davantage de leur façon de flotter au-dessus du sol et de l'orientation pour le moins spécifique de leurs pieds. D'un point de vue narratif, il est induit que ces fantômes sont ceux des victimes de Walter, empruntant directement aux Fuyurei, des esprits japonais flottants et errant sans but après une mort généralement particulièrement violente. Je ne vais cependant pas approfondir le sujet car je suis un pur néophyte en matière de Yurei, mais si le sujet vous intéresse, je vous renvoie vers cette vidéo qui fait un bref tour d'horizon du concept. Dans tous les cas, vous l'aurez compris, les victimes sont concrètement des fantômes, mais à mon sens, ils pourraient également matérialiser, de façon assez directe, l'angoisse de l'autre que ressentirait Henry. Ainsi, leurs caractéristiques enjoignent le joueur à prendre ses distances et éviter au maximum la confrontation, d'autant plus que ce sont des créatures que l'on ne peut tuer, puisqu'ils sont donc déjà morts, j'espère que vous suivez toujours. Dans les faits, ce sont des monstres humains dont la seule présence est perçue par Henry comme une agression, ou plutôt une atteinte à sa sécurité, et à laquelle il ne peut répondre que par la fuite, ou à son tour, par l'agression. Car outre le fait de prendre ses jambes à son cou, il existe un moyen de se débarrasser de ces êtres. Il faut donc réussir à les mettre à terre, puis leur enfoncer un sabre dans le torse, afin de les clouer au sol, ce qui rappelle au passage le mode opératoire de Walter qui récupérait le cœur de ses victimes une fois mis à mort. Ainsi, Walter, ou plutôt celui que l'on voit dans le jeu, pourrait-il être une manifestation de ce qu'on appelle en anglais les intrusive thoughts, les pensées intrusives de Henry, ses idées de violence et de destruction? Peut-être. Ou peut-être Walter vivait ses meurtres de la même façon, comme des agressions extérieures auxquelles il ne faisait que répondre. Peut-être. Je reviendrai là-dessus en temps voulu, pour l'instant je vais poursuivre avec le reste du bestiaire, qui peut aussi être vu à travers différents prismes. C'est notamment le cas des Sniffer Dogs, la troisième variation de la saga autour du chien. On peut en tirer plusieurs idées, à commencer par une similaire à ce que la version proposée par Silent Hill 3 véhiculait, eu égard du contexte du jeu, à savoir des prédateurs en recherche de chair, en l'occurrence celle de Heather. Dans ce Silent Hill 4, les chiens surgissent juste après la rencontre avec l'entreprenante Cynthia, à la féminité clairement assumée. Il s'agirait donc ici de prédateurs affamés par la chair, ce qui est clairement explicité par les cris de grands fauves que poussent les monstres, et par le fait que leur toute première apparition dans le jeu est de dévorer le cadavre d'un de leurs semblables. Cette dévoration passe d'ailleurs par une sorte de trompe qui se plante dans la chair pour mieux la sucer. Le chien est ici un être qui consomme ses semblables dans un acte de pénétration et de violence, de la même manière que ceux qui semblent ressentir un besoin de faire du mal, d'une façon ou d'une autre, pour vivre, pour se sentir exister. Il y a aussi une notion de manque, de besoin sexuel non assouvi qui passe par la pénétration et la succion d'un corps par un autre. Notion renforcée par le fait que ces créatures font leur apparition juste après que Cynthia et Henry aient été séparés, en renforçant ainsi l'idée qu'ils ont bien eu une relation. Cependant, cette trompe véhicule aussi une autre idée, et pourrait parfaitement être un des nombreux symboles maternels présents dans le jeu. En effet, cette trompe qui rentre à l'intérieur de la chair pour se nourrir peut renvoyer au cordon ombilical qui nourrit un enfant à naître et le lie à sa mère. Le cordon ombilical est un symbole déjà narrativement et visuellement présent dans le jeu, donc cette idée ne me paraît pas totalement illogique.
L'enfant serait ainsi perçu comme un genre de parasite, une créature qui se nourrit de la mère qui le porte. Idée également transmise par ces monstres similaires à des spermatozoïdes qui jaillissent parfois de corps inanimés, mais pas que, tels des champignons. Par ailleurs, le fait que ces créatures jaillissent par groupes rapprochés m'évoque d'une certaine manière les barreaux d'une cage ou d'une cellule de prison. S'il s'agit bien de variations autour du spermatozoïde, la parentalité induite est alors perçue comme une prison. On peut ainsi supposer que c'est ce que ressentait la mère de Walter pour abandonner ainsi son bébé à peine né. Et pour continuer dans la spéculation, on peut également imaginer que Cynthia avait cette idée de la maternité et que c'est cette idée qui l'aurait poussé à avorter. Enfin, pour revenir aux sniffer dogs, le chien étant un animal de compagnie, on peut ainsi voir dans cette créature un renvoi direct par opposition à la solitude de Henry, isolé dans son appartement, ce qui est d'ailleurs accentué par la caractéristique grégaire de ces créatures qui se déplacent rarement seules et privilégient la compagnie de leurs semblables. Et mine de rien, cet instinct grégaire est quelque chose que l'on retrouve également dans le reste du bestiaire, tant il est rare de voir un monstre seul. Je pense par exemple aux Gumhead, des créatures à l'allure simiesque qui vivent globalement en groupe, en famille, à l'opposé de Henry. Les Gumhead, reprenant des caractéristiques de primates, se rapprochent des humains et peuvent même manipuler des objets pour frapper. On pourrait ainsi y voir une variation autour de l'idée de groupe violent, en d'autres termes, des gangs, ou plutôt d'une peur de ces gangs, et plus globalement de l'insécurité, une peur qui amène tout un chacun à éviter certains endroits estimés peu fréquentables. Et puisqu'ici on part du principe que Silent Hill 4 parle d'anxiété, il me paraît logique que la question des insécurités soit un des thèmes forts qui viennent avec. Ici, si on considère ces sortes de singes comme des voyous, voire des squatteurs, sachant que leur première apparition se passe dans le monde de l'immeuble en chantier, ils sont perçus comme des créatures, certes sociales, mais néanmoins extrêmement bestiales. Leurs mouvements rappellent, comme dit, ceux d'un primate, avec cette façon qu'ils ont de se dresser sur leurs pattes arrière pour se faire plus imposants, et leurs cris sont tout autant animaux, passant de gémissements de singes à des rugissements d'ours. Enfin, une dernière caractéristique me semble importante à relever ici, à savoir que les Gumhead, comme la majorité des autres créatures de ce Silent Hill 4, ne sont pas immédiatement agressifs. En règle générale, ils commencent par observer Henry et le menacent en se dressant sur leurs pattes arrière. Ils le jaugent et le toisent, et seulement après ils passent à l'attaque. Ce comportement crée un instant de flottement, un suspense palpable quant au moment de l'agression. Car puisqu'après tout on est dans un jeu d'horreur, le joueur en même temps que Henry se doute d'à quelle sauce il va être mangé, créant ainsi une véritable appréhension. Et à ce titre, un autre monstre fait très forte impression lors de son apparition, dont je vais vous laisser profiter. Voici donc les Twin Victims qui, à la manière des Gumhead, et comme vous l'aurez constaté, ont un comportement pour le moins spécifique, puisqu'ils ont tendance à pointer Henry du doigt avant de foncer vers lui pour l'écraser du plat de la main comme un insecte. En termes de design, le Twin Victims est une créature similaire à une personne qui aurait été sectionnée au niveau du bassin et donc dépourvue de jambes. Il est également recouvert d'une sorte de manteau noir et a deux visages collés l'un à l'autre. Dans le lore officiel du jeu, il est établi que ce monstre est issu du meurtre de deux jeunes frères et sœurs jumeaux commis par Walter dans le cadre du rite des 21 sacrements. Et en termes de symbolique, tant leur design que leur comportement peuvent être assez éloquents. En effet, cette façon de montrer Henry du doigt et la disposition de ces deux visages, presque comme si l'un chuchotait à l'oreille de l'autre, me semble constituer une matérialisation assez évidente de cette angoisse du qu'en dira-t-on. Une angoisse des moqueries, une crainte d'être montré du doigt, comme une peur du jugement d'autrui, quoi. Cette façon dont le Twin Victims poursuit le personnage amène aussi une idée de harcèlement, face auquel la fuite est difficile. Un harcèlement auquel n'importe qui échappant à une norme sociale peut être confronté. Un harcèlement dont Henry aurait pu être victime dans sa jeunesse et qui l'aurait amené à se sentir faible, insignifiant, comme un insecte qui mérite d'être écrasé. A noter que le bestiaire de ce Silent Hill 4 comprend également des monstres similaires à des insectes et qui peuvent amener effectivement la réflexion dans ce sens. Et ce harcèlement, s'il n'a peut-être pas été subi par Henry, puisque rien ne semble permettre de l'affirmer haut et fort, il semble au moins redouté. Cette angoisse d'être montré du doigt serait l'un des piliers de la prison mentale de Henry et indiquerait, par extension, une peur d'être vu et remarqué, ce qui est encore une fois appuyé par le comportement des différents monstres qui observent avant d'attaquer. Cela dit, il y a néanmoins quelques créatures qui, au contraire, ont un comportement immédiatement agressif. Je pense tout d'abord aux Wallmen,
qui par leur façon de surgir des murs de façon imprévisible afin de donner des grands coups, ne se contentent pas de renvoyer aux répulsions de Polanski, mais semblent également illustrer une peur du milieu, de l'environnement assurément inhospitalier, ou au moins perçu comme tel. A noter que puisqu'ils sortent des murs, les Wallmen sont absents du monde de la forêt, mais ils le sont également du chantier et de l'hôpital. On parle d'un Silent Hill, forcément qu'il y aurait un hôpital. Leur présence se limite donc au couloir de métro, à la prison lacustre et à l'extérieur de la chambre 302. En somme, des environnements qui enferment et étouffent. Ainsi, on pourrait y voir une idée de claustrophobie avec des murs qui, à défaut de se rapprocher, deviennent violents et agressifs. Par ailleurs, la forme humaine de ces monstres évoque une forme d'enlisement, d'enracinement d'une certaine manière, en gros la façon dont un individu peut se faire absorber par son environnement et fusionner avec lui. La cellule de prison pour Walter, les appartements voisins pour Henry, et le métro pour d'éventuels sans-abri qui vivaient dans ces couloirs, ou pour toute personne passant inévitablement par ces tunnels pour aller bosser. Le rapprochement avec les murs de la chambre 302 qui renferme Henry paraît alors évident, et est même appuyé par quelques séquences qui se déroulent entre ces mêmes murs. Et pour conclure sur le bestiaire, avec une créature directement agressive, et peut-être bien la plus importante d'une certaine façon, voici le Patient, que l'on rencontre pour la première fois dans le monde de l'hôpital. Car oui, ce Silent Hill 4 est le premier à ne pas proposer sa version de l'infirmière, optant donc pour les soigner plutôt que les soignants. Et comme toujours, plusieurs éléments sont intéressants à relever ici, à commencer par leur nom. Attention, gros morceau, accrochez-vous. Ce sont des patients, des individus qui ont besoin de soins, de quelque nature que ce soit. Pourtant, ils sont perçus comme monstrueux et dangereux. Ils véhiculent ainsi la même idée que les victimes, dont il faut se tenir le plus éloigné possible. L'idée que s'approcher de ces individus n'est pas sans risque. Si Henry souffre bien d'anxiété sociale, comme selon le postulat de cette analyse, il perçoit l'autre comme assurément inquiétant, mais que ressent-il vis-à-vis des personnes qui appellent à l'aide ? Serait-il prompt à tendre une main bienveillante, ou bien se contenterait-il de passer son chemin en détournant le regard ? La chanson Your Rain, présente dans la bande originale du jeu, semble assez inhabituellement mettre des mots sur le ressenti des créatures, les victims, constatées plus tôt. On the sidewalk, on the city, on the streets, just a whisper. Busy people going nowhere, see me soaking the rain. Feel the passion, nothing matters. My resistance is waiting, like a flower in the basement, waiting for a Les victimes souffrent alors autant de leur malheur que de l'indifférence manifeste du monde qui les entoure. Et finalement, c'est également le cas de Henry, puisqu'il ne peut communiquer avec le monde extérieur, et que personne ne semble se préoccuper de ce qui se passe ici. La théorie qui suit est que Henry est une victime comme les autres, et en termes de lore, c'est littéralement le cas vu qu'il est le dernier des sacrifices prévus pour le rite des 21 sacrements commis par Walter Sullivan. Il est une victime qui a bien assez à essayer de s'occuper de ses problèmes, bien trop à faire pour venir en aide à qui que ce soit d'autre. Et peut-être ne se perçoit-il même pas comme une victime, comme étant similaire à ces créatures étranges qui absorbent son esprit. Après tout, je rappelle que dans Silent Hill 1, l'infirmière Lisa n'avait pas réalisé qu'elle était identique aux autres, qu'elle était morte d'une certaine façon, transformée par Silent Hill en créature infernale. Dans cette scène, ce n'est pas un monstre agressif qui fait face à Harry, c'est une femme désespérée qui appelle à l'aide, et il y a fort à parier que la situation n'est pas différente vis-à-vis des victims et de Henry, à ceci près que Henry est donc lui aussi une victime. A noter que dans la seconde moitié de l'aventure, il est confronté au spectre des personnes qu'il n'a pas pu aider durant la première partie, comme s'il ressentait donc une sorte de culpabilité pour son incapacité à venir en aide à ces personnes qui sont mortes après l'avoir rencontré. Et donc, pour en revenir aux patients, on peut supposer qu'il s'agit de l'évolution logique des victimes qui ont alors réussi à trouver de l'aide et se voient donc transformées. De créatures humanoïdes dérangeantes par leur étrangeté, on passe à des créatures monstrueuses, agressives et repoussantes, notamment par leur difformité. Les personnes qui se font aider semblent moins à même de générer de la compassion que celles qui ont besoin d'aide, notamment si on parle de maladie. Un comportement basique consiste à s'éloigner des personnes malades pour limiter le risque de contagion, et je ne pense pas nécessaire de raviver le souvenir des différents confinements qu'on a connus ces dernières années. Et même si on parle des maladies non contagieuses à proprement parler, notamment des maladies mentales, il persiste un réflexe d'écartement pour ne pas être confronté à des situations gênantes, dérangeantes, voire dangereuses. Ce n'est d'ailleurs probablement pas anodin si l'image de l'asile de fous a été tant reprise dans les films d'horreur. En somme, le patient identifie une appréhension, voire une peur vis-à-vis de nombreux types de personnes en souffrance. Mais il est intéressant de relever que les créatures victims ont de nombreuses variations, tant en termes de design que de comportement, là où les patients sont tous identiques.
défini par un terme générique qui permet d'englober toute une diversité de situations, car il peut tout aussi bien désigner des individus souffrant de handicap ou bien de maladies, qu'elles soient physiques ou mentales. Il regroupe aussi bien les personnes qui ont un besoin d'aide temporaire ou occasionnel, blessures, maladies bénignes, etc., que celles qui requièrent un suivi permanent ou prolongé. En bref, ce monstre et son nom désignent plein de choses réunies dans une seule et même case. Ainsi, son design est pensé comme un patchwork et a la particularité de présenter des caractéristiques physiques féminines. Peut-être Henry a-t-il la sensation que les femmes sont plus facilement aidées que les hommes, ou peut-être a-t-il dans l'idée que la femme est un individu dont il faut s'occuper, peut-être est-ce sa culpabilité d'avoir abandonné Cynthia. Bref, il s'agit donc de créatures humanoïdes de grande taille, dotées de morceaux de vêtements et sous-vêtements féminins, et dont le corps semble être un assemblage de différentes parties de corps, façon créature de Frankenstein. Petit rappel au passage que justement, le monstre créé par Mary Shelley n'est pas ouvertement agressif, au contraire, il n'a qu'une envie, vivre comme une personne normale. C'est son apparence monstrueuse qui le rend effrayant et pousse les personnes qu'il rencontre à un rejet violent. Voilà, fin de la parenthèse. Pour revenir aux Patients, le visage de la créature est donc en fait le rassemblement de deux morceaux de visage différents. Par ailleurs, ce monstre produit un son d'éructation aussi surprenant que dégoûtant quand le joueur le frappe. A noter également que les Patients sont dotés d'un trou au niveau du ventre, un trou dont quelque chose semble sortir, comme une sorte de poche. Ce trou amène possiblement une dimension maternelle au monstre, maternité éventuellement appuyée par les rôdes de la créature. Oui, parce que je rappelle que les bouleversements hormonaux qui arrivent au moment de la grossesse amènent différents reflux, ainsi que des vomissements, et donc des éructations. Le côté patchwork amène une abstraction, ainsi qu'une universalité. D'une certaine façon, la mère est multiple, que l'on parle de celle qui donne la vie, ou bien de celle que vénère l'ordre. La mère est ici Dieu, et Dieu est donc également multiple, avec une diversité de cultures. Et si l'on aborde le Patient par le prisme d'une matérialisation du dieu de l'ordre, on peut y voir une divinité certes maternelle, mais aussi repoussante, violente et inéluctable, traduite par la démarche de Terminator de la créature. Et finalement, tout ça est également valable si on considère le monstre comme symbole de la mère qui porte l'enfant dans son ventre. Puisque Walter ne connaît pas sa mère, c'est donc une figure abstraite et donc difforme, littéralement repoussante, puisque celle-ci l'a abandonné quand il était bébé, et qui porte en elle une profonde violence. Le terme de patient, quant à lui, pourrait faire référence à l'hospitalisation par laquelle passent beaucoup de mères au moment d'accoucher. Il est aussi plus ou moins communément admis que le patient représente la façon dont Walter voit les femmes, intimidantes, dangereuses, vulgaires et superficielles. L'assemblage des différents corps évoquerait alors possiblement la chirurgie esthétique et cette idée de remplacer une partie du corps qui déplaît par une autre. Cette idée m'évoque également ces scènes de films où des hommes découpent des images de femmes dans des magazines et les assemblent pour former la femme parfaite, guillemets de rigueur. Cette femme parfaite donc, entièrement fabriquée, aboutirait à une monstruosité abominable. Walter percevrait donc les femmes, de façon globale, comme des créatures de Frankenstein. Les sacrifices qu'il commet dans le cadre de son rite et le prélèvement systématique d'une partie des corps amènent l'idée que la mère serait sa créature de Frankenstein. Et il n'est pas à exclure qu'Henry partage, d'une certaine façon, cette perception, au moins dans un premier temps. Il n'y a qu'à voir comment il a abandonné Cynthia par 2 fois. La démarche imposante, menaçante et décidée des patients rappelle alors l'entreprise, si j'ose dire, de Cynthia. Sa façon d'aller chercher Henry et le coller probablement bien plus qu'il ne le permettrait. D'une certaine façon, Henry craindrait donc les femmes. Il les trouverait comme Walter, intimidantes, vulgaires et artificielles. Et pour ce qui est du sous-texte maternel, avec le trou dans le ventre du patient, on pourrait y voir une cicatrice de l'éventuel avortement de Cynthia, ou bien une marque illustrant la peur d'Henry d'être père. Peut-être même est-ce sa rupture avec Cynthia qui l'aurait conduite à avorter, ne pouvant s'occuper seule de l'enfant. Autrement, sans ramener cette théorie de Cynthia sur la table, on n'a comme dit plus tôt aucune info sur la famille et le passé de Henry, excepté que son enfance était peu sentimentale. Il n'est donc pas exclu de supposer que sa relation avec sa mère n'était pas idéale. Celle-ci aurait pu être violente, repoussante, à l'humeur changeante, traduit par les deux visages fusionnés mais non alignés du patient, et pourrait avoir amené Henry à développer une forme d'anxiété, une crainte de l'autre, et peut-être particulièrement de la femme. Peut-être aussi que sa mère est morte, ou peut-être a-t-il rompu contact avec elle, quoi qu'il en soit, son lien à sa famille semble clairement coupé. Ce n'est d'ailleurs qu'au 5e jour de son enfermement que Henry réalise que le câble de son téléphone est sectionné, ce qui est assez éloquent. Cela dit, il reste un espoir pour Henry, une lueur à laquelle il s'accroche pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir guérir. Et cet espoir, c'est nul autre que sa voisine de palier, et la seule personne qui a remarqué que quelque chose ne tournait pas rond au 302,
la seule qui semble en avoir quelque chose à faire, Eileen Galvin. Par ailleurs, un moment, alors qu'il se réveille de son cauchemar, Henry découvre, derrière un meuble de son salon, un trou dans le mur donnant directement sur la chambre d'Eileen. Dès lors, il pénètre ainsi son intimité, la voit telle qu'elle est, loin des apparences, et commence à la connaître, à créer une complicité avec elle, petit à petit, ou du moins il en a l'impression. Ainsi, Henry semble développer des sentiments amoureux pour Eileen, cette jeune femme ordinaire qui lui a manifesté le strict minimum d'attention et qui semble être la clé qu'il lui faut pour s'ouvrir au monde et sortir de son cocon. A noter que lorsqu'il remarque le trou dans le mur de son salon, un pistolet est posé au sol, près de ce même mur. Le pistolet revêt alors une symbolique éminemment phallique. En effet, il ne semble pas rare de voir en psychanalyse les armes assimilées à des idées de puissance virile et donc phallique, et l'arme à feu se distingue de l'arme blanche par sa caractéristique solitaire entre guillemets. Si la lame pénètre la chair, elle interagit et entre directement en contact avec sa cible, alors que le canon est plutôt une menace qui plane, une violence sexuelle contenue qui n'entre pas en contact avec la cible visée. Le coup de feu est ainsi assimilé à l'éjaculation. D'ailleurs, si je vous dis de quelqu'un qui l'a tiré un coup, pas sûr que vous pensiez directement au pistolet. En d'autres termes, la présence au sol de ce pistolet devant le trou par lequel Henry peut épier Eileen semble clairement traduire le désir physique ressenti par le personnage vis-à-vis de sa voisine. Rendue au milieu du jeu, Eileen est agressée, comme tous les autres personnages non joueurs avant elle, et des chiffres sont gravés sur son dos. Elle parvient néanmoins à survivre et est conduite à l'hôpital. Henry trouve alors un but, un objectif, rejoindre Eileen et la protéger. Il voit une opportunité d'aider quelqu'un qui a visiblement besoin d'aide, il décide alors de saisir cette opportunité et s'y accroche. Il arrête d'être passif et de laisser les gens mourir autour de lui. Peut-être est-ce une façon d'apaiser sa conscience, peut-être veut-il sincèrement qu'Aline survive, au-delà de tout désir sexuel, parce qu'il la connaît dans son intimité, sans son masque social. Rendu à ce moment-là, le jeu devient globalement une grosse mission d'escorte, puisque Eileen accompagnera Henry pendant tout le reste de l'aventure, de la même manière que Maria accompagne occasionnellement James dans Silent Hill 2. Il incombe ainsi au joueur de veiller sur elle. Ça passe par plusieurs choses. Tout d'abord, lui donner de quoi se défendre, ce qui prend de la place dans l'inventaire qu'il faut alors partager. Mais même si elle est armée, Eileen n'est pas invulnérable. Elle peut être blessée et il faut alors être attentif à son état de santé et la soigner si le besoin semble s'en faire ressentir. Enfin, Eileen ayant un bras dans le plâtre et une jambe boiteuse suite à son agression, elle est par conséquent bien moins mobile que Henry, ne pouvant par exemple pas utiliser d'échelle et avançant donc à une cadence bien moins élevée. Ainsi, il y aura des moments où Henry pourra et ou devra laisser Eileen derrière afin d'aller faire quelque chose plus loin, mais ça impose systématiquement de revenir la chercher là où on l'a laissée, car les niveaux ne peuvent pas être finis sans elle. Bref, à première vue, Eileen est comparable à un gros boulet qui ralentit le joueur et restreint encore plus l'inventaire déjà assez contraignant, ce qui amène une forme de frustration qui pousse à la délaisser. D'autant plus que si elle peut se faire attaquer par des monstres, elle ne peut pour autant pas mourir. Au pire, elle tombe au sol et se relève quelques instants plus tard, le temps de reprendre son souffle. Partant de là, le joueur est amené à se demander pourquoi il s'occuperait d'elle, d'autant plus qu'il a déjà bien assez à gérer avec la survie de Henry. Cependant, si le joueur accepte ces nouvelles contraintes imposées par le jeu, s'il les respecte et joue avec, Eileen peut troquer son statut de boulet pour celui d'allié de poids, car avec un équipement adéquat, elle prend part au combat et peut s'avérer redoutable face aux monstres. Mais ça, pour s'en rendre compte, il faut lui laisser le temps de faire ses preuves et combattre à ses côtés. Si la première moitié de Silent Hill 4 amène Henry à passer de l'autre côté du miroir pour faire face à ses anxiétés, la deuxième est semblable à un processus de réparation et d'entretien. Le trou derrière le miroir est rebouché et un autre apparaît dans la buanderie, où se trouve également la caisse à outils par exemple. A partir de cet instant, c'est cette salle qui servira de passage vers Silent Hill. Et à partir de cet instant, il faudra commencer à prendre soin de soi de façon active. Car si avant il suffisait de retourner au 302 pour que la santé de Henry se régénère automatiquement, permettant à tout le monde de reprendre son souffle, ce n'est plus du tout le cas durant la seconde moitié de l'aventure. Il faut désormais être attentif aux différentes ressources disponibles et réfléchir à leur utilisation, à quel moment et à quel but. Car en plus de ça, pendant cette deuxième moitié, l'appartement se fait petit à petit envahir par des manifestations surnaturelles, allant d'apparitions fantomatiques à des dysfonctionnements de l'appartement et de ses meubles. Des manifestations qui, de la même manière que les victims, eux là, font fondre la jauge de vie de Henry à vue d'œil s'il s'en rapproche de trop. Tout ça n'est d'ailleurs pas sans rappeler le 1408 de Stephen King, dans lequel un personnage se retrouve enfermé dans une chambre d'hôtel qui abriterait une présence surnaturelle maléfique et hostile.
Bon, pour revenir à Silent Hill 4, il existe bien sûr de quoi lutter contre ces apparitions, des colliers particulièrement fragiles qui immunisent temporairement face aux effets néfastes de ces présences spirituelles, ainsi que des victimes, mais aussi et surtout des bougies qui se consomment pour purifier l'espace frappé par le poltergeist. Seulement ces bougies servent également à soigner Eileen. Il faut donc trouver un juste équilibre entre l'entretien du 302 et la protection de Eileen. Le 302 étant tout autant la résidence de Henry qu'un espace mental qui lui appartient, il y a une idée de dépossession qui plane sur cette deuxième partie de l'aventure. Henry n'est plus confortable chez lui, dans son cocon. Celui-ci devient hostile, inquiétant et étouffant. D'une certaine façon, Silent Hill dépasse les limites du miroir et envahit directement l'esprit conscient d'un Henry, et ses angoisses profondes remontent à la surface. Des angoisses qui deviennent tangibles et qu'il faut constamment repousser pour ne pas être dépassé et finir étouffé par leur abondance. Et ces angoisses commencent à se manifester peu de temps après qu'Eileen ait commencé à accompagner Henry. Ainsi, la relation que Henry entretient avec Eileen va au-delà de l'attachement qu'il peut ressentir pour elle, puisqu'avec tout ce qui a été établi, je pense pouvoir dire que Silent Hill 4, dans sa seconde partie, parle d'une certaine façon du couple, de l'idée de se réparer ensemble, avec cette importance donnée à l'action de veiller l'un sur l'autre, en partageant ses ressources, afin de faire face aux épreuves de la vie. J'ajoute à ça que l'armement avec lequel Eileen peut se défendre a clairement un caractère érotique, allant de la cravache à la grosse matraque, ce qui, par association avec le pistolet tout à fait phallique trouvé devant le trou dans le mur, ainsi que la tenue de soirée avec dos nu qu'elle porte, lui confère un caractère sinon romantique, au moins sensuel donc. Enfin, je pose la question. Que pourrait bien ressentir Henry si une tierce personne venait monopoliser son attention et envahir ses pensées? Comment ressentirait-il une vie avec cette tierce personne? Si Eileen emménageait chez lui, se sentirait-il encore chez lui? N'aurait-il pas l'impression de devenir un étranger dans son propre appartement, ou plutôt que son appartement lui devienne étranger? Serait-il déconcerté en trouvant des chaussures qui ne sont pas à sa taille, des livres qui ne sont pas les siens, ou bien une télé qu'il n'a pas achetée? Selon moi, sans parler du lore de ce Silent Hill 4, le rêve qui ouvre le jeu pourrait parfaitement être la matérialisation aboutie de cette angoisse du couple, ou plutôt de la vie commune. Car après tout, qu'est-ce que c'est qu'être en couple, sinon être dans une relation de partage intime avec un ou une partenaire? Et partager son intimité, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est créer une connexion profonde, voir l'autre de l'intérieur si vous me permettez l'expression. De la même manière que Henry a pénétré l'intimité de Eileen via le trou dans le mur, il doit se mettre à nu devant elle, tomber le masque et passer devant son regard perçant et intimidant. Un regard devant lequel plus aucun secret n'est permis. La chanson Cradle of the Forest, chantée par Joe Romersa, et qui sert de générique de fin à ce Silent Hill 4, aborde notamment cette idée avec cette ligne When you think you're really alone, in the eyes of someone looking. La solitude n'existe plus, car il y aura toujours quelqu'un pour regarder. Durant la première moitié de Silent Hill 4, c'est Henry et le joueur qui observent Eileen à son insu, et donc dans la seconde partie, c'est elle qui voit en lui. Et même sans parler de cette liaison, on retrouve une idée commune avec certaines créatures qui, comme dit plus tôt, observent le personnage avant d'attaquer, ce qui amène à tenter de passer inaperçu. Ces paroles expriment alors qu'il est, ou plutôt semble impossible de passer inaperçu. Même s'il est seul, même s'il est enfermé chez lui, Henry est exposé à la vue de sa compagne, et donc à la vue de tous, ou du moins se perçoit-il comme tel. Dans cette chanson, on retrouve aussi une autre idée, celle que l'environnement dans lequel évolue un individu le conditionne. Now, through the forest, talking insects and birds, does the scent of soil and beast breathe a life into the animal you hide? Ainsi, l'enfance solitaire et particulièrement violente de Walter a probablement fait de lui le tueur en série qu'il est devenu. Et pour ce qui est de Henry, cet environnement urbain, cloisonné et pourtant exposé a probablement mené ses angoisses existentielles à refaire surface. Peut-être même cette angoisse pourrait-elle avoir mené à un genre de dédoublement de la personnalité. Je l'avais évoqué tout à l'heure, il y a un moment, et j'y reviens finalement. Et si Walter, celui que l'on croise dans le jeu, était une création de l'esprit de Henry, comme un genre d'alter ego maléfique, animé par toutes les idées morbides et violentes qu'aurait nourri Henry? Et si Walter était une réponse violente aux angoisses de Henry? Ayant peur du monde et peur des autres, il aurait créé ce tueur fanatique et monstrueux à partir d'un fait divers choquant survenu quelques années plus tôt. Rappelons que Henry collectionne des articles de journaux dans des albums, il semble donc avoir un attrait pour les faits divers. Ainsi, ne serait-ce pas Henry qui aurait tué, via sa version de Walter, les différents personnages croisés durant la première partie de l'aventure?
Et si le fait que Walter attaque le joueur durant la seconde moitié, alors qu'il est accompagné de Eileen, était une tentative de refoulement de ses pensées violentes? Si cette seconde partie est axée sur la réparation, donc la guérison, Henry devrait se débarrasser de ses idées meurtrières afin d'aller de l'avant, ce qui expliquerait l'agressivité de Walter. Et en suivant une lecture purement surnaturelle du jeu, étant donné qu'il est question d'exorciser des manifestations fantomatiques, on pourrait considérer que Walter, par le biais de la chambre 302, aurait pris possession du corps de Henry, tandis que son esprit se retrouve enfermé dans son appartement. Une idée qui semble tout droit reprise de Twin Peaks, remplacer Walter par Bob et la 302 par la Black Lodge, et la référence semblera probablement assez évidente aux amateurs de la série, et cohérente étant donné le passif de la Team Silent. On retrouve également une idée relativement similaire dans L'Exorciste 3, film dans lequel le tueur des Gémeaux revient à la vie plusieurs années après son exécution, en prenant possession du corps de personnes en état végétatif. Le cas de Henry serait effectivement similaire si Walter s'était introduit dans son esprit à son insu. A noter d'ailleurs que les mots Don't go out marqués sur la porte du 302 sont signés de Walter, ce qui induit clairement que c'est lui qui a enfermé Henry dans sa prison tant physique que mentale, toujours selon cette lecture surnaturelle. Et si Walter est bien l'humanisation des pensées destructrices de Henry, il apparaît également cohérent que celle-ci l'amène à se renfermer sur lui-même, plus ou moins consciemment. Elle justifierait également la culpabilité que pourrait ressentir Henry d'avoir laissé mourir plusieurs personnes, puisque ce serait cet autre lui qui les aurait assassinés. D'une manière ou d'une autre, Walter est le véritable antagoniste de ce Silent Hill 4, et c'est tout logiquement que l'affrontement final confronte Henry à Walter dans cette pièce qui n'est pas sans rappeler la salle du portail dimensionnel d'Event Horizon. Ce décor, qui tranche radicalement avec tout ce qui a jamais été fait précédemment dans la saga, serait en quelque sorte l'origine de Silent Hill, ou plutôt de son monde alterné. Rien ne permet dans le jeu de l'affirmer, mais étant donné que dans le film Event Horizon, cette salle servait de passage vers les enfers, j'en déduis que le clin d'œil doit aller un peu plus loin et reprendre également la même idée. Il y a toutefois quelques différences. Ici, il y a une idée de sacrifice humain, adressée à une entité supérieure. Ainsi, malgré le look SF de la salle, on reste dans un contexte cultiste. Le sacrifice est ici Eileen qui avance vers le centre de la pièce et cette énorme sphère. Le but est alors, après avoir utilisé un cordon ombilical sur le monstre difforme, de planter des pics dans son corps afin de rendre Walter vulnérable et le terrasser avant qu'Eileen n'ait atteint la sphère et ainsi perdu la vie. La fin du jeu dépend alors autant de l'issue de l'affrontement que de l'état du 302, si le joueur a été soigneux et chassé les apparitions dès qu'il le pouvait ou non. Ainsi, 4 fins sont possibles. Si Eileen survit et que l'appartement a été rigoureusement entretenu, Henry parvient à sortir du 302 et rejoint Eileen à l'hôpital avec un bouquet de fleurs. Le temps est bon, le ciel est bleu et Eileen sourit en regardant son visiteur en annonçant devoir chercher un nouvel endroit où vivre, avec tous les sous-entendus que ça implique. Et ils vécurent heureux et eurent beaucoup de petits-enfants en gros. En revanche, si l'appartement a été négligé, la fin est sensiblement la même à une exception près. Eileen prévoit de retourner à South Ashfield Heights, suite à quoi l'on voit le 302 envahi par la crasse et la saleté, et donc par Silent Hill. Autrement dit, Henry réussit temporairement à surmonter son anxiété profonde, mais il n'est absolument pas guéri pour autant, puisque ce qui le ronge est toujours là. Ce n'est que partie remise, et tôt ou tard, tout ça remontera à la surface, et l'histoire se répétera. Henry sera de nouveau prisonnier de son appartement. Lors de la troisième fin, celle où le 302 est purgé d'un maximum de manifestations, mais où Eileen trouve la mort pendant l'affrontement final, Henry se réveille dans son appartement. Outre les apparitions surnaturelles, rien n'a l'air d'avoir changé, et la radio du salon annonce la mort de 5 personnes, dont une certaine Eileen Galvin, décédée pendant son transport à l'hôpital. Et comme dans les phases de jeu, la séquence utilise une vue à la première personne, induisant que Henry a peut-être réussi à surmonter ses angoisses et pulsions violentes, et donc Walter, mais trop tard, puisqu'Eileen est morte, probablement de ses mains, et Henry reste prisonnier de son cocon qu'est le 302. Il a peut-être surmonté ses peurs profondes, mais est toujours aussi seul et isolé, et ça semble pas prêt de changer. La dernière conclusion est quant à elle visible si à la fois l'appartement a été négligé et Eileen est morte. Cette fin présente des plans du 302 totalement corrompus par la dimension alternée de Silent Hill. Le jeune Walter, qui cherchait depuis sa plus tendre enfance à retourner dans cet appartement, est allongé sur le canapé, et le Walter tueur est dressé contre un mur à côté. La posture singulière et surtout parfaitement immobile de Walter suggère son décès, peut-être par pendaison. Là encore, un bulletin radio fait état de 5 morts, dont une certaine Eileen Galvin, décédée pendant son transport à l'hôpital, puis annonce qu'une 6ème victime a été retrouvée au 302 et qu'il s'agit supposément de Henry Townsend, dont le visage défiguré a rendu toute identification impossible.
Henry n'a alors pas réussi à combattre ses angoisses et ses pulsions de violence et a été dévoré par celle-ci, corrompu par Walter. Probablement a-t-il fini par se suicider après avoir tué ces personnes. En termes de lore, Henry est également la dernière victime du rite des 21 sacrements pratiqués par Walter, et maintenant que le rituel a été accompli, la mère peut renaître, et ainsi, South Ashfield est englouti par les ténèbres, comme Silent Hill avant elle. Et c'est ainsi que s'achève donc Silent Hill 4 The Room. Alors il y a quelques éléments que je n'ai peu voire pas évoqués, comme par exemple les personnages masculins que rencontre Henry, tour à tour pathétiques ou menaçants. C'est vrai qu'ils peuvent être relativement éclipsés par Eileen et surtout Walter, qui occupent une grande part du jeu, mais ils ont malgré tout leur importance. Jasper par exemple, que l'on rencontre dans le monde de la forêt, semble quelque peu inadapté socialement. Il a de grosses difficultés à s'exprimer, à communiquer avec autrui, et a tendance à rester planté, attendant que quelqu'un vienne l'aider. Dans un sens, on pourrait supposer que la façon dont Henry perçoit Jasper n'est pas très différente de la façon dont les autres perçoivent Henry. Et par ailleurs, ce niveau de la forêt reprend l'idée des grands espaces naturels tranquilles qu'affectionne notre protagoniste, mais y met des barrières et des grillages, ce qui découpe la zone en une succession de tableaux parfaitement délimités, comme autant de cellules d'une prison dans laquelle s'est enfermé Henry. D'ailleurs ça tombe bien, parce que le niveau suivant se déroule justement dans une prison à la forme singulière qui n'est personnellement pas sans me rappeler celle d'un revolver, avec cette forme circulaire, ces cellules disposées de telle façon à rappeler un barillet, et cette possibilité de faire pivoter les étages pour aligner les cellules les unes avec les autres. Cette architecture spécifique véhicule alors la notion d'enfermement bien entendu, mais aussi de violence et de mort qu'on retrouve dans le reste du jeu. Mais cette notion de violence ne semble être à ce moment-là qu'une idée qu'Henry finit par repousser, ou non, ça dépend de la fin obtenue. Et dans ce niveau, un certain Andrew de Salvo fait son apparition. Dans un premier temps, il est enfermé dans une cellule et appelle à l'aide de façon insistante et bruyante, puis une fois libéré, ne fait rien d'autre que d'implorer la pitié pour sa vie et expliquer un peu de lore à Henry. Il n'a vraiment que très peu de temps de présence et sa caractérisation est extrêmement succincte, mais il est tout de même dit que son travail était de surveiller les prisonniers retenus en ces lieux. Prisonniers qui étaient en fait des enfants de l'orphelinat de Wish House. Ainsi, l'enfermement du personnage de Andrew et son métier d'observateur le rapprochent d'une certaine façon de Henry. On pourrait donc en déduire que Andrew est une sorte d'aperçu de ce que pourrait devenir Henry dans plusieurs années. Un homme pathétique, dans le sens qu'il inspire la pitié, qui n'est pas parvenu à se libérer, et vivant donc dans la peur. En somme, un personnage radicalement différent du prochain sur la liste, Richard Brantry, avec lequel il pourrait difficilement être plus opposé. Andrew est gros, ne prend pas soin de lui, et a un look qui traduit cette idée avec cette chemise sale et ce pantalon de jogging. Richard, lui, est grand et fier, il se peigne, accorde sa garde-robe, et porte une cravate qui attire l'œil. Et encore une fois, contrairement à Andrew, il n'est pas effrayé, au contraire, c'est plutôt lui qui inspire une sorte de peur avec son revolver qu'il n'hésite pas à dégainer, et son comportement plutôt agressif. Par ailleurs, on le voit à un moment en train de menacer le jeune Walter Sullivan. Et encore une fois, si on a dans l'idée que Walter est d'une certaine façon Henry, cette séquence amène à penser que Henry pourrait avoir été victime de violence, potentiellement par son père ou une quelconque figure paternelle. C'est ce qu'évoque la cravate de Richard sur laquelle se trouve un motif angélique, visiblement l'image d'une sainte. Et étant donné la corrélation que trace le jeu entre les figures divines et les symboles de maternité, le fait que Richard porte un tel motif autour du cou évoque un rapport à la mère. Peut-être Richard renvoie-t-il au père de Henry, ou peut-être à un des compagnons possiblement temporaires qu'aurait eu sa mère. Dans tous les cas, Richard est un homme autoritaire et menaçant qui semble cristalliser à lui seul ce que Henry peut craindre. Comme je disais, il est tout à fait possible que Henry ait été victime des mêmes violences que Richard a fait subir à Walter quand il était enfant. Et partant de là, il est probable que ces violences aient contribué d'une façon ou d'une autre à son anxiété sociale et à sa peur de l'autre. Après tout, les plus gros traumatismes et les plus fortes blessures psychologiques et émotionnelles trouvent régulièrement leur origine dans l'enfance. Le film Répulsion de Roman Polanski amène par exemple cette idée, avec ce plan final qui vient contextualiser les angoisses et la folie du personnage de Carol, incarné à l'écran par Catherine Deneuve. D'ailleurs, Répulsion semble avoir pas mal inspiré la Team Silent, avec ce personnage qui se renferme de plus en plus sur elle-même et qui voit son esprit, et donc son appartement, brisé en morceaux et lui échapper totalement, notamment via certaines séquences hallucinées. Une autre inspiration forte semble être Le Locataire, du même Roman Polanski, dans lequel on retrouve notamment cette séquence qui joue sur les perspectives dans les décors, et qui a probablement inspiré la Team Silent pour des séquences telles que celle-ci. Le Locataire raconte d'ailleurs l'histoire d'un jeune homme timide, renfermé et visiblement peu sûr de lui, qui se retrouve confronté à ses nouveaux voisins, ces derniers lui reprochant le moindre bruit qui pourrait émaner de son appartement, alors qu'il fait tout son possible pour être le plus silencieux possible. Au bout du compte, il va finir par perdre toute identité et devenir petit à petit l'ancienne locataire qui s'était suicidée dans cet appartement.
À partir de ça, je pense pouvoir tracer un certain parallèle entre le locataire et Silent Hill 4 dans leur idée d'un environnement hostile qui modèle les personnes qui l'abritent. Comment la personnalité et par extension l'identité sont conditionnées par le milieu qui l'entoure. Henry se distingue, cela dit, dans son rapport inverse à ses voisins, exposé à la vue de tous mais remarqué par personne. Et pour poursuivre sur les références cinématographiques, je citais tout à l'heure The Cell de Tarsem Singh, qui pourrait effectivement avoir influencé la Team Silent avec ce tueur au mode opératoire spécifique et ritualisé, dont le personnage principal va pénétrer l'esprit dérangé. On retrouve également la coexistence de deux versions du tueur, une adulte violente et monstrueuse, et une version enfant comme victime innocente. Il ne m'apparaît également pas impossible que le film Brainscan de John Flynn avec Edward Furlong, qui était apparemment une vraie star au Japon de ce que j'ai pu voir, ait pu inspirer quelque peu l'équipe derrière ce Silent Hill 4, avec cette ambiguïté concernant des meurtres commis dans un monde réel, mais qui font la une des journaux d'information locales. On retrouve également ce plan qui revient lors des passages du monde réel au monde virtuel, et qui n'est donc pas sans me rappeler le tunnel qui relie l'appartement 302 au monde de Silent Hill. Enfin, certaines thématiques présentes dans ce Silent Hill 4 me semblent renvoyer au Kairo de Kiyoshi Kurosawa, qui dépeint une solitude et un isolement étouffant et désespérant à l'heure où Internet et l'hyperconnexion commencent à arriver. La fenêtre du 302 et le Judas de la porte étant autant un renvoi à fenêtre sur cour, clairement assumé par le jeu, qu'au webcam de Kairo. Et de même, je ne peux m'empêcher de voir une filiation entre ces chaînes et ce ruban adhésif rouge. Pour le reste, je vais pas trop m'attarder dessus, vous connaissez la chanson, on retrouve les influences habituelles et évidentes, de David Lynch à Stephen King en passant par l'échelle de Jacob, toujours fidèle au poste, et l'univers esthétique du titre, comme à l'habitude de la saga, renvoie énormément au travail de Francis Bacon. Du reste, il est communément admis que deux romans sont des références majeures de ce Silent Hill 4, à savoir Les bébés de la consigne automatique et La maison des feuilles. Le premier traitant d'enfants abandonnés dès leur plus jeune âge dans des casiers de gare, ce qui semble apparemment plutôt régulier au Japon de ce que j'ai compris, et qui vont devoir vivre avec ce traumatisme et finiront par tomber dans la folie et le besoin destructeur. L'autre quant à lui raconte une histoire à partir de plusieurs points de vue, tournant donc autour d'une maison qui semble abriter un passage vers un autre monde. Il y aurait dans la maison des feuilles une fragmentation du récit, notamment du fait de la multiplicité des points de vue, et il y a donc un journal tenu par l'ancien résident de cette maison, que le personnage principal du livre va lire dans une dynamique sans doute similaire à celle qui unit Henry Townsend et Jason Schreiber, l'ancien résident du 302. Et je dis sans doute parce que je n'ai pas lu ces livres, ni La Maison des Feuilles, ni Les Bébés de la Consigne Automatique, c'est pourquoi je ne vais pas développer davantage sur ceci, mais je vous renvoie cependant vers cette excellente vidéo de Alt 236 consacrée à La Maison des Feuilles, si jamais le sujet vous intéresse. Et voilà qui conclut finalement ce 4ème épisode de la rétrospective. S'il a reçu un accueil mitigé à l'époque, notamment par les fans de Silent Hill qui le considéraient trop bizarre et trop différent de ce à quoi les précédents les avaient habitués, et par des critiques peu convaincus par les partis pris du jeu, il apparaît évident près de 20 ans plus tard que ce Silent Hill 4 The Room a eu un impact non négligeable sur la façon d'appréhender les jeux d'horreur. 20 ans plus tard, Silent Hill 4 reste un jeu unique aux expérimentations extrêmement ambitieuses, tant en termes de game design que de narration, et dont beaucoup ne seront reprises dans aucun autre épisode de la saga, probablement à cause des retours mitigés justement. Cet épisode marque également la fin de ce qu'on pourrait appeler l'âge d'or de la saga, car c'est le dernier opus développé par la Team Silent. A partir de là, Konami, désireux de rendre sa franchise plus attrayante pour le public occidental, la confie donc à plusieurs studios occidentaux. C'est ainsi que la licence Silent Hill arrive entre les mains de Christophe Gans, qui va alors réaliser le tout premier film Silent Hill, mais ça, on en parlera le moment venu. D'ici là, je vous remercie de votre attention, et je vous dis à bientôt j'espère, pour la suite de la rétrospective. They're deep, deep in the forest night. Children dance the waltz, they laugh, whispering hand in hand. Just like children like to do. Their eyes